merci Zoé. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent en grand nombre, là. C'est vraiment apprécié. Mon nom, c'est Annie Blanchette. Je suis ergothérapeute scolaire, mais j'ai également un mandat de ressources régionales en déficience motrice et organique pour la région de la Côte-Nord. Et c'est dans ce mandat-là, en fait, là, que j'ai collaboré au développement du guide qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, ça va être moi qui va être l'animatrice pour cette première partie portant sur le développement sensoriel, mais je suis accompagnée de ma collègue Kathleen là, qui va se présenter. Mhm. Bonjour tout le monde, merci d'être là en fin de journée. On sait qu'il est c'est difficile parfois en fin de journée, même pour nous. On va essayer de rester concentrés. Moi, c'est Kathleen Sédurant, je suis ergothérapeute aussi, majoritairement avec les petits au préscolaire. Je suis dans la région de la Mauricie, centre du Québec, à Trois-Rivières. Puis même chose qu'Annie, là, je suis à 4 jours comme ergo, puis une journée comme agent de soutien d'expertise là, pour les enfants qui ont des déficience motrice. Alors, ça nous fait plaisir de vous présenter. C'est un outil qu'on a travaillé avec beaucoup d'ardeur et depuis les dernières années, fait qu'on est très content de le diffuser encore plus à d'autres personnes. Moi, je vais intervenir, c'est ça. S'il y a des questions, s'il y a des choses, là, c'est moi qui vais les prendre, puis on y va comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? Oui. Je pense que vous avez déjà reçu le PowerPoint aussi. Donc, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, là, vous avez reçu 3 documents. Il y en a un qui est vraiment la présentation PowerPoint, donc c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Vous avez également reçu un autre document que je vais appeler le guide aujourd'hui. On va utiliser le guide davantage dans la partie 2, mais si j'en fais référence aujourd'hui dans la présentation, c'est vraiment ce document-là que je me réfère. Vous avez aussi un tableau d'observation à compléter qu'on va utiliser, qu'on va vous présenter plus dans la partie 2 aussi. Pour le déroulement de la rencontre, là, je m'excuse si je promène mon visage d'un balayage à gauche-droite, c'est que je travaille avec 2 écrans, fait que je vais m'habituer avec ça. Sinon, juste dans les petites normes de fonctionnement, c'est que, bon, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, on a environ 45 minutes ensemble, 50 minutes, on a 2 périodes de questions qui sont déjà prévues dans le temps. Donc, on préférait peut-être que si vous avez des questions, de les écrire. Kathleen va pouvoir les prendre en note, puis lorsque ça sera les périodes de questions, on pourra lui y répondre pour éviter les ruptures qui arrivent souvent là, quand on pose chacun nos questions, quand ils nous viennent en tête. Donc, pour éviter les ruptures, on va y aller en période de questions. Par contre, si jamais vous avez une question qui vous empêche de poursuivre la formation, par exemple, j'ai déjà déployé le guide, puis il y a quelqu'un qui m'a interrompu en me disant ben là, c'est parce que je ne sais pas c'est quoi du tout des outils sensoriels. Donc, si vous avez ce genre de questions, là, soyez insistant, levez la main un peu plus, puis là, on va vous laisser poser votre question parce que là, c'est important pour la suite des choses. Par contre, autrement, on va s'en maintenir aux périodes de questions. Voilà. Ah, ben là, mes flèches ne fonctionnent. OK. Alors, rapidement, dans les remerciements, là, je nommerai pas tous les gens, mais je veux quand même nommer que c'est plusieurs professionnels qui se sont assis autour de la table et qui ont collaboré aux travaux. C'est ce qui en fait un guide qui est vraiment intéressant parce que c'est pas seulement des ergothérapeutes qui l'ont réfléchi parce qu'on parle de sensoriel. On avait vraiment, oui, des ergos, mais des psychologues qui travaillent en milieu scolaire, des enseignants, des orthopédagogues de formation. Donc, vraiment, on avait un bel éventail là, de professionnels qui ont réfléchi autour de l'élaboration de ce guide-là avec des collaborateurs. Ah, OK. Donc, les intentions de la rencontre d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous outiller, vous, les personnes, pour que vous puissiez, après ça, dans le milieu scolaire, bien utiliser l'information qu'on va vous transmettre. On a vraiment développé un ensemble qui est clé en main. Puis pour nous, on est vraiment fiers de ça, c'est-à-dire que quand vous allez repartir de la formation aujourd'hui, mais surtout après la partie 2 de Kathleen, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour, dès le lendemain matin, avec vos élèves ou dans vos écoles, pouvoir mettre en application ce que vous allez avoir vu. Donc, c'est vraiment un clé en main. Donc, on veut vous outiller le plus possible. La deuxième intention, c'est de vous introduire les savoirs essentiels du développement sensoriel. Puis vous allez comprendre pourquoi c'est important pour nous de vous donner cette espèce de cours 101-là sur le sensoriel pour mieux utiliser les outils dans le milieu scolaire. Et on veut vous présenter le fameux outil clé en main, le guide que nous avons développé.
Donc, le guide s'adresse, dans le fond, à toutes les ressources régionales, les conseillers pédagogiques, les professionnels, les enseignants, les directions d'enseignants, les directions d'établissement. Le but étant qu'on ait tout de regard un petit peu plus critique sur l'utilisation des outils sensoriels dans nos milieux scolaires. Alors, le plan de la présentation pour aujourd'hui. On fait une mise en contexte de l'élaboration du guide. On vous présente quelles sont les pratiques efficaces concernant l'utilisation des outils sensoriels, quels sont les savoirs essentiels, donc notre fameux cours 101 sur le développement sensoriel, la démarche métacognitive qu'on vous propose pour soutenir l'utilisation des outils sensoriels. On vous présente le guide et il y aura des périodes de questions. Alors, on embarque dans le vif du sujet. Quelle est la mise en contexte? Pourquoi on s'est questionné sur l'utilisation des outils sensoriels? Donc, vraiment, ce qu'on s'est rendu compte en marchant les écoles et partout au Québec, ce n'est pas juste Nord-Côtier, parce que moi, je travaille sur la Côte-Nord, ou c'est pas juste dans le coin de Québec. C'est vraiment partout où on marchait les écoles, puis il y a eu beaucoup d'achats massifs dans les centres de services scolaires. Ce qu'on voit, c'est que des fois, en fin d'année scolaire, oups, on a un petit budget résiduel, on a entendu parler d'un outil, un équipement, on en achète, on les reçoit. Mais là, les fournisseurs écrivent très peu de mise en garde sur comment utiliser ces outils-là. Donc, on les utilise sans réelle recommandation. On n'a pas toujours accès aux professionnels dans le milieu scolaire pour nous dire voici la bonne utilisation. Donc, on en fait une utilisation un peu au meilleur de nos connaissances. Le danger aussi qu'on a avec ces outils-là qui sont disponibles, c'est que parfois, on a une belle réussite, un beau succès avec un outil, avec un élève dans un contexte. Et là, on pense que de réutiliser le même outil dans le même contexte avec un autre élève va nous donner le même résultat, alors que ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas un one size fits all. Ce n'est pas la même recette pour un outil pour les élèves. Donc, ce que ça fait, c'est que là, on a moins de succès qu'on avait eu la première fois. Donc là, on re-questionne si ça fonctionne vraiment, ces outils-là. Fait que là, on les tasse de côté parce qu'on n'est plus sûr. Puis là, la fin de l'année arrive, puis là, on a des nouveaux budgets, puis là, on a des choses qu'on avait mis de côté, qu'on ne se souvient plus qu'on a. Il y a des nouvelles modes un peu sur des nouveaux outils, gadgets qu'on voit passer. On en rachète d'autres, et ainsi de suite. Donc là, ce qu'on voit dans le milieu scolaire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de matériel, mais qui n'est pas nécessairement bien utilisé. Et donc, les effets sont questionnés. Alors, c'est vraiment la mise en contexte qui nous a mis un peu la puce à l'oreille de dire, oups, attention, peut-être qu'il faudrait encadrer vraiment l'introduction puis l'utilisation d'un outil sensoriel. Je ne sais pas si c'est un contexte qui vous parle, mais bref, pour nous, ça faisait sens. Puis partout où on le déploie, c'est assez représentatif de ce qui se passe dans les écoles. Donc, ce que nous, on a voulu faire en équipe, c'est vraiment d'aller dégager quelles sont les pratiques efficaces de l'utilisation des outils sensoriels. J'ai faim, je parle de céréales. Sensoriels. Donc, vraiment, quelles sont nos bonnes pratiques pour les utiliser pour qu'on ait des bons résultats avec l'utilisation de ces outils-là. Alors, je vous laisse le temps de lire un petit peu notre petit bonhomme qui nous dit, ben ça, c'est mon visage quand quelqu'un me dit que les balles anti-stress sont faites pour serrer, et pas pour lancer sur les gens qui me stressent. Donc, dans le fond, c'est juste un clin d'œil pour dire, ben ça nous prend des pratiques efficaces. Il faut savoir comment les utiliser, nos outils, parce que c'est pas vrai que si je remets une balle de stress à un élève dans la classe qui, d'instinct, va bien l'utiliser et qui va bien s'autoréguler avec sa balle. Donc, quelles sont nos pratiques efficaces? Là, je mets la table, je vous les nomme, mais on va les reprendre en cours de présentation, puis Kathleen va les reprendre aussi à la partie 2. Mais on met quand même la table à les voici nos 3 pratiques efficaces en lien avec les outils sensoriels. Donc, la pratique numéro 1, c'est vraiment d'aménager l'environnement pour gérer la stimulation sensorielle. Et ça, dans le guide, vous allez voir, on va revenir, on a des pistes de réflexion pour vous. Dans la pratique numéro 2, on dit qu'il faut accompagner l'élève dans la connaissance de ses préférences sensorielles ou son profil par le biais d'une démarche métacognitive. Et encore là, ce qu'on va vous proposer, si c'en est une, on va vous la proposer une démarche.
la démarche métacognitive pour que vous puissiez la mettre à profit puis questionner vos élèves. La pratique numéro 3, c'est vraiment de se doter d'un cadre d'utilisation des outils sensoriels. Et c'est ce qu'on vous propose avec le guide, un cadre d'utilisation. Ça se peut que dans vos milieux, vous nous dites « Ah, nous, on en a déjà un cadre, c'est bien régi, on sait où ils sont, on sait comment l'utiliser, on sait quand est-ce les retirer. » Bien, c'est parfait. Dans le fond, si vous en avez un cadre d'utilisation, c'en est une bonne pratique. Nous, on vous en propose un, mais si vous en avez un, c'est parfait. Donc, ce qu'il faut comprendre dans les 3 pratiques que je vous présente aujourd'hui au niveau de l'environnement, au niveau de l'élève et au niveau du cadre d'utilisation, c'est qu'il y a une terminologie qui est récurrente, c'est la terminologie qui est en gras, donc c'est la terminologie sensorielle. C'est récurrent dans chacune des pratiques et c'est la raison pour laquelle on a jugé pertinent de vous introduire les savoirs essentiels sur le développement sensoriel parce que d'utiliser les outils sans avoir cette petite base-là, ça devient plus difficile. Donc, à cette étape-ci, je m'arrêterai. Puis, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça se passe bien jusqu'à date? Y a-t-il des questions qui vous empêchent de poursuivre? Kathleen, je ne sais pas si tu as des choses dans le chat ou si je peux embarquer vraiment dans ce qu'on appellera notre cours 101 sur le sensoriel. Non, je pense que ça a l'air bien. Je vois des hochements de tête, il n'y a pas de Oui, message. C'est parfait. fait. On C'est bon. embarque. Parfait. Alors, petite mise en garde avant que je vous donne mon cours 101, là, c'est que l'intention ici du partage de connaissances puis de notre échange, c'est pas de débattre là, sur les différents auteurs au niveau de la théorie de l'intégration sensorielle, au niveau de la modulation sensorielle, de débattre de la terminologie, de débattre des évidences scientifiques, des recherches. On n'est pas là du tout, c'est pas ça notre mandat. Donc, s'il y a des ergothérapeutes qui prennent la formation, qui sont assis virtuellement avec nous aujourd'hui, on n'est pas là du tout, c'est pas ça notre intention. Notre intention, c'est vraiment de vulgariser le développement sensoriel pour qu'il soit accessible le plus possible aux intervenants scolaires. L'autre mise en garde qu'on veut faire, c'est que si vous êtes un genre d'intervenant qui aime ça, avoir la recherche noir sur blanc brochée sur le coin de vos bureaux, qui vous dit hors de tout doute que l'utilisation d'un outil sensoriel va aider à gérer un comportement, augmenter l'attention d'un élève, on ne l'aura pas pour vous, ce document-là, imprimé, broché, parce que malgré toute la revue de littérature qui a été faite, il n'y a pas une recherche qui nous dit que hors de tout doute, ça fonctionne. Par contre, ce qu'on a, c'est ce qu'on va appeler des évidences cliniques. Ce que c'est des évidences cliniques, c'est que, par exemple, moi, je travaillais dans ma première vie d'ergothérapeute avec les grands brûlés, puis on travaillait avec des vêtements compressifs pour aider à la cicatrisation. Encore là, on n'avait pas de recherche qui nous disait que, hors de tout doute, c'était les vêtements compressifs qui aidaient à la cicatrisation. Parce que force est d'admettre que certains patients ne voulaient pas être sûrs qu'ils allaient dire « Oh, moi, j'en porterai pas pour voir si c'est vraiment les vêtements ou si je vais bien cicatriser sans les vêtements. » Par contre, on ne s'empêchait pas de les utiliser avec un cadre d'utilisation, donc d'une bonne façon, pour aider à la cicatrisation. Donc, ce que je veux vous illustrer, c'est qu'on a des évidences cliniques que ça fonctionne parce qu'on le voit que ça fonctionne, on a des résultats. Par contre, on n'a pas nécessairement des évidences scientifiques ou des recherches qui nous confirment l'utilisation. Donc, maintenant, nous, à partir de cette prémisse-là, où on a des évidences cliniques qu'on voit que ça peut, lorsque c'est bien géré, que ça peut avoir des effets bénéfiques, on se permet d'aller de l'avant puis vous présenter ce fameux cadre d'utilisation pour qu'on ait le meilleur résultat possible à utiliser certains outils sensoriels. Alors, les mises en garde étant faites, voici le développement sensoriel, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre. Donc, on a des sens, on a les 5 sens qui sont les plus connus. Là, je pense qu'en ce moment, vous ne tombez pas en bas de votre chaise. Là. On a le toucher, l'odorat, le goût, la vue, l'ouïe. Donc, les 5 sens à gauche là, sont imagés. C'est les petits bonhommes qu'on va reprendre tout au long de la présentation d'aujourd'hui. Je m'entretiens davantage sur le sens du toucher. Pourquoi le sens du toucher? Parce que c'est un sens qu'on ne peut pas fermer. Même si je suis habillée, même si je porte des vêtements, les vêtements sur mon corps
procure un stimuli sensoriel. Donc, c'est un sens que je ne peux pas fermer, contrairement à mes yeux que je peux fermer, mes oreilles, je peux les boucher, je peux pincer mon nez, mais le toucher, je ne peux pas faire ça. Soit moi, je touche, soit je me fais toucher. Donc, c'est un sens qui est très, très, très difficile à inhiber, surtout dans un contexte scolaire. Hein? Parce qu'il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de mouvements, on est en classe, donc souvent, on se fait toucher ou je touche. Puis comme c'est un sens qui recouvre la plus grande surface du corps, mais ça offre plusieurs entrées sensorielles. Donc, j'ai des entrées sensorielles au niveau de mon cou, au niveau de mes oreilles, en dessous de mes pieds. C'est pour ça que ça va vous donner des élèves qui pourraient dire, des élèves, ou là, je vais parler d'élèves parce qu'on est dans le contexte scolaire, mais des fois, on peut se projeter en tant que personne ou on voit ça chez nos enfants ou des amis, là, ça peut faire sens pour dans différents contextes. Mais pour nos élèves, il y en a qui peuvent vous dire eh mon Dieu, je ne suis pas capable de tolérer mon cache-cou, c'est bien trop serré, mais en même temps, il porte des leggings tellement serrés, puis c'est juste ça qu'il veut porter. Donc là, on ne comprend pas trop pourquoi le serré là, ça ne marche pas. Ou il faut absolument que mes pantalons soient super lousses parce que j'aime pas ça, mais je porte mon casque de bain qui, lui, est quasiment difficile à rentrer, puis je le tolère super bien. Donc, il y a plusieurs entrées sensorielles partout sur notre corps parce que la peau, c'est l'organe le plus grand. Donc, très difficile à inhiber. Ça peut nous donner des fois des questionnements un petit peu bizarres, comme je viens de vous expliquer. Mais c'est le premier sens qui est développé dans l'utérus. C'est le plus mature à la naissance. Donc, le sens du toucher est déjà développé. Puis, c'est un sens qui est à la base du lien d'attachement. Donc, c'est un sens très, très, très important, le sens du toucher. Ce qu'il faut retenir puis que vous pouvez garder en mémoire pour un petit peu plus tard. Annie, tu as fermé ton micro, ma belle. Là, bon. vous m'entendez? Oui. Okay. Commence-nous ça. Je ne sais même pas comment j'ai pu faire pour l'accrocher. OK. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'un petit peu plus tard dans la présentation, on va vous parler de 3 sens qui nous aident à l'autorégulation de façon générale, donc pour tout le monde. Quand je parle d'autorégulation, auto, ça veut dire soi-même. Régulation, la capacité de se ramener dans une zone de confort ou une zone optimale pour travailler ou faire des activités. Donc, on va parler de 3 sens qui font du bien. Donc, le sens du toucher, gardez-le en mémoire. C'est un des 3 sens qui aide à l'autorégulation de façon générale. On va toujours avoir des exceptions, puis on va en parler un petit peu plus tard. Mais je vous donne un exemple que pour plusieurs personnes, si on regarde les enfants, avoir un doudou puis juste se flatter la joue, ça nous apaise. C'est un sens du toucher qui fait du bien. Juste les caresses, ça fait du bien, ça l'apaise. Donc, le sens du toucher, c'est un sens qui est très fort sur l'autorégulation. Donc, gardez-le en tête, mais on va revenir. Donc, ça, c'est nos 5 sens les plus connus, avec un petit peu plus d'emphase sur le toucher. Si j'étais en présentiel avec vous, je vous questionnerais, est-ce que vous connaissez d'autres sens cachés qu'on pourrait avoir? Vous pouvez peut-être l'écrire dans le chat, on peut peut-être prendre une petite minute. Quoi que vous avez déjà les notes, si vous ne tournez pas les pages ou si vous n'allez pas plus loin dans le contenu, vous pouvez peut-être juste écrire dans la conversation si vous vient en tête un autre sens que vous avez déjà entendu parler, parce qu'on en a plus que 5. Je laisse une petite minute. Kathleen, on a-tu des petites réponses qui rentrent ou On a juste une courageuse, Caroline, qui a marqué le vestibulaire. Oh ouais! Bravo, Caroline! Émilie dit se repérer dans l'espace, je fais un essai. Haha. Parfait! Puis Caroline réessaie un autre, l'intro-perception. Je ne suis pas sûre du terme. Ben, parfait, merci d'essayer. C'est bon, super. Fait que, en effet, on a plus que 5 sens dans les faits. On a 8 sens avec lesquels on doit composer quotidiennement. Donc, notre 6e sens, c'est ce qu'on appelle la proprioception. Donc, la proprioception,
Si vous regardez, hein, toujours les petits bonhommes, tantôt ils étaient à gauche, maintenant ils sont à droite, mais c'est mon petit bonhomme qui fait des poids et haltères. La proprioception, dans le fond, c'est l'information que je reçois de mes muscles, de mes tendons, ligaments, articulations, qui me donne l'information sur la position de mon corps dans l'espace. Donc, ça veut dire que sans la vision, je pourrais fermer mes yeux, là, je vais faire ça, je pourrais fermer mes yeux et je sais que mon bras droit, par exemple, il est dans les airs puis qu'il est plié à 90 degrés ou qu'il est tourné par en bas, qu'il est amené sur ma tête. Donc, j'ai pas besoin de le voir pour avoir l'information de mon corps dans l'espace. C'est un sens qui n'est pas développé à la naissance. Tantôt, on disait que le toucher, il était très mature à la naissance. Le sens de la proprioception n'est pas développé à la naissance parce que le bébé, dans sa poche de liquide, il flotte, mais la proprioception n'est pas encore développée. En fait, le premier message proprioceptif qu'on reçoit, dépendamment si on fait un accouchement par voie naturelle ou par césarienne, ça fait déjà une différence parce que par voie naturelle, quand le bébé est comprimé à la sortie, ouais, c'est un bon message de t'es où dans l'espace. Hein? Tes muscles, ton corps te le dit. Alors que les bébés qui sont nés par césarienne, pouf, juste sortis de la poche de liquide, bien ça va se développer tranquillement, pas vite, la proprioception. C'est pour ça qu'on dit que c'est important que les jeunes courent, tombent, sautent, se fassent mal, on recommence parce qu'ils vont développer leur système proprioceptif de je suis où, moi, dans l'espace. C'est un sens qui est excessivement important pour la manipulation des outils scolaires. C'est très difficile de manipuler un ciseau si je ne sens pas bien, mon corps, il est où, mon épaule est positionnée, est-ce que mon épaule est relaxée, est-ce que mon bras est bien positionné pour manipuler les ciseaux, par exemple. Donc, c'est un sens qui est excessivement important aussi pour le développement du schéma corporel. Il faut que je sache je suis où, moi, dans l'espace pour bien planifier mes mouvements et bien fonctionner au quotidien. Donc, c'est ce qu'on va appeler la proprioception. On a même des athlètes de haut niveau qui s'entraînent beaucoup en proprioception. On les voit sur les coussins d'air. Donc, tout ça, c'est pour développer leur capacité de savoir son haut dans l'espace, pouvoir se positionner par rapport à une balle de tennis qui va arriver, par exemple, ou par rapport à un saut qu'il faut que je fasse. Donc, il y a des athlètes de haut niveau qui s'entraînent en proprioception. Donc, tantôt, je vous ai dit que le toucher, c'était un de nos 3 sens qui aidait à l'autorégulation. La proprioception, ça va être notre sens numéro 2 qui va aider à l'autorégulation de façon générale. Tantôt, on disait, hein, je prends un doudou puis je me flatte, ça me fait du bien, ou j'ai une caresse, on dirait que ça m'apaise, ça me fait du bien. La proprioception, l'exemple qu'on peut donner, c'est recevoir un massage. Donc, quand je reçois des pressions profondes, quelqu'un qui me fait un massage, donc qui me donne l'information sur il est où mon corps dans l'espace, ça fait du bien, j'ai de l'information qui est envoyée à mes muscles. De façon générale, ça nous apaise, ça fait du bien. Donc, ça va être notre deuxième sens qui va aider à l'autorégulation. Maintenant, il y a quelqu'un qui nous a dit tantôt dans le chat vestibulaire. C'est Caroline, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, Caroline, est-ce que tu es prête à prendre le relais pour venir nous expliquer le vestibulaire? Non. Vous êtes bien parti, je vous laisse continuer. Mais c'est parfait, c'est une belle hypothèse. Donc, cette fois-ci, on regarde à droite, le petit bonhomme, c'est mon bonhomme sur sa planche d'équilibre. Donc, c'est vraiment, encore là, bon, les récepteurs sont situés à l'intérieur de l'oreille, mais c'est le sens qui me permet de détecter les mouvements, la rotation du corps. Ma tête, elle est où dans l'espace? Et c'est le même principe que si je ferme mes yeux, je n'ai pas besoin de voir pour savoir que je me déplace vers l'avant ou que je recule. Là. Généralement, je le ferai devant vous, là. Mais que j'avance, que je recule, que je tourne sur moi-même ou que ma tête est par en bas pour faire une pirouette. Donc, je n'ai pas besoin de mes yeux. J'ai besoin que mes sens, qu'à l'intérieur de mon oreille, ça me donne cette information-là.
Donc, c'est un sens qui est développé très, très tôt, lui, dans l'utérus. Le bébé, dans sa poche, c'est ça qu'il fait, là. Il flotte, puis il tourne, puis la tête en haut, la tête en bas. Fait qu'on se promène. Donc, c'est un sens qui est assez mature et qui est excessivement important pour la capacité à notre équilibre, notre posture, planifier nos actions. C'est aussi un sens pour lequel il y aurait des corrélations avec nous aider à nous calmer puis à régulariser notre comportement, les vestibulaires. Je vous donne un exemple. Moi, quand je vais au parc avec mes enfants, j'ai pas tant le goût de faire des pirouettes, puis de courir, puis de me rouler dans le gazon. Par contre, m'asseoir sur la balançoire puis me bercer, ça fait du bien, ça apaise. Avoir une chaise berçante chez soi, force est d'admettre que quand je m'assois dedans, je finis par vouloir faire ce petit mouvement de va-et-vient prévisible qui devient apaisant. Donc, c'est vraiment un sens qui nous aide à nous calmer, le vestibulaire. C'est un sens qui est important. Ça va être notre troisième sens, notre triade. Là, je vous ai parlé du toucher tantôt, qui nous a aidé à nous apaiser de façon générale. La proprioception, qui nous aide à nous apaiser de façon générale. Le vestibulaire va être notre troisième sens, notre triade, qui va nous permettre de nous ramener au calme de façon générale. Donc, le vestibulaire nous apaise, fait du bien. Ce que j'aimerais vous dire par rapport à ça, c'est que le vestibulaire, quand on est jeune, on en a besoin beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Nos jeunes aiment ça, là, tourner sur eux-mêmes puis faire des pirouettes. Et bon, ils ne se tannent pas. On dirait assis à la balançoire, il faut que la balançoire tourne dans ce sens-là pendant qu'elle se balance comme ça. Les enfants ont besoin, plus on vieillit, moins on en a de besoin là, de tourner puis faire des pirouettes et tout ça. Par contre, quand c'est rythmé sur une balançoire, ça nous fait du bien. Donc, vestibulaire, notre septième sens. Maintenant, on a un huitième et dernier sens qui est assez récent dans ses connaissances, donc dans sa recherche, c'est l'interoception. Donc, à l'intérieur de notre corps, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe énormément de choses. Vous allez voir, c'est mon troisième petit bonhomme en rouge là, qui sortit parce qu'il a envie de pipi. Donc, à l'intérieur de notre corps, ça nous donne de l'information sur l'état physique. J'ai faim, j'ai soif, j'ai mal au cœur, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai envie de pipi. Tout ça, c'est des sens. Je le vois pas, évidemment, mais mes yeux, c'est pas comme un cartoon, là. Mes yeux, ils rentrent pas à l'intérieur. Donc, c'est la même chose que pour la proprioception, pour le vestibulaire. C'est que sans le support visuel, je suis capable de décoder ce qui se passe dans mon corps. Ça va nécessiter que je me mette en action par rapport à ça. Ça nous donne aussi de l'information sur l'état émotionnel du corps. Quand je dis j'ai comme une boule dans la gorge, puis que nous, on va le dire, mais c'est parce que tu es triste. Bien, évidemment, je n'ai pas de boule qui s'est localisée dans ma gorge. C'est un serrement de mes muscles, une contraction musculaire qui donne l'impression d'avoir une boule dans la gorge. Et puis nous, auquel on va y associer une émotion, c'est oh, ça c'est de la tristesse, comment on va en parler? Donc, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps quand j'ai de la rage ou de l'excitation. C'est Noël, puis il y a plein d'amis qui arrivent, puis on dirait que je sais comme plus comment me gérer, parce que j'ai tellement d'excitation. Donc, tout ça, c'est des stimuli sensoriels qui se passent à l'intérieur de notre corps pour lequel on doit faire une action. On va falloir gérer cette information-là. La nota bene qu'on vous donne par rapport à ça, c'est que l'interoception, c'est quand même assez nouveau dans les recherches. En fait, ça a toujours existé, là, mais c'est assez nouveau qu'on lui donne un nom, qu'on le nomme, puis qu'on fait des recherches. Donc, au début de l'élaboration du guide, on en parlait un petit peu moins. Et l'autre particularité des interocepteurs, c'est que c'est une approche qui ne reposera pas juste sur l'utilisation d'un outil sensoriel. Évidemment, là, souvent, on travaille en équipe de professionnels pour justement mettre des mots sur des émotions, puis trouver des stratégies cognitives pour gérer quand c'est la portion état émotionnel avec nos psychoéducateurs, nos psychologues. Et quand on a faim ou on a soif ou il faut aller aux toilettes, on va le gérer différemment que par un outil sensoriel. Donc, c'est moins abordé, les interocepteurs, dans le guide qu'on va vous présenter. Par contre, c'est important pour nous de vous transmettre l'information la plus adapte, la plus juste. Et sachez que c'est notre huitième sens, ça existe, il est omniprésent.
et il peut interférer sur le fait que je sois disponible ou non aux apprentissages dans le milieu scolaire. Comme en ce moment, ça se peut que vous ayez faim, que vous ayez envie de pipi, que vous soyez fatigué, que vous ayez vraiment chaud, puis que vous m'écoutiez avec un petit peu moins d'attention que ce serait dans un autre contexte, par exemple. Donc, pourquoi on vous présente ces 8 sens-là? C'est parce qu'ils sont importants dans le milieu scolaire, parce qu'ils sont à la base de la pyramide de l'apprentissage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette pyramide-là, mais essentiellement, ce qu'elle nous dit, c'est qu'à la base, on a notre système nerveux en fait, qui contribue là, à tout le développement de notre système sensoriel, qui est en jaune, ce qu'on vient de voir. C'est à partir des sens qu'on va pouvoir développer toutes nos capacités motrices, motricité globale, motricité fine, schéma corporel, qui va nous permettre le développement perceptif, moteur, la cognition, l'intelligence et les apprentissages scolaires. Pour vous illustrer ça, je vais donner un exemple de quand on allaite un enfant, puis que le bébé veut se nourrir. La première chose qui se passe, c'est le stimuli tactile, le toucher de la joue du bébé contre le sein de la maman. C'est le stimuli tactile qui va engendrer l'action motrice de « Oh, je vais me tourner le visage pour aller prendre le mamelon. » Puis après ça, ça va me permettre la succion de m'alimenter. Et après ça, je vais comprendre que, oups, tu vois, quand j'avais faim, ce que j'ai ressenti, puis que j'ai mon contact, oh, je peux aller prendre le sein de maman, puis je me nourris, puis ça l'apaise mon besoin sensoriel. Donc, tout passe par les sens à la base. Toute action motrice, c'est parce qu'il y a un sens, il y a un stimuli qui est provoqué, qui engendre une action et qui permet de développer d'autres compétences. Par exemple, si je suis en train de conduire, puis que je tourne, puis que là, le soleil m'aveugle momentanément, là, j'ai un gros stimuli visuel, ça va engendrer l'action motrice de « Oh, je vais plisser des yeux juste pour réagir au stimuli sensoriel. » Mais c'est sûr que rapidement, je vais développer une stratégie cognitive qui va être je vais baisser mon pare-brise, je vais me réouvrir les yeux, évidemment, je suis en train de conduire, je vais baisser mon pare-brise ou je vais juste me décaler un petit peu sur la route pour gérer le stimuli. Mais c'est le stimuli qui engendre une action. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est à la base de la pyramide. Ce qui est important de comprendre, puis je reprends mon exemple de conduite. Quand je conduis, puis je plisse des yeux, je ferme les yeux, momentanément, je suis moins disponible pour bien conduire. Mais je n'ai pas perdu ma capacité de conduire. On ne me retirera pas mon permis, mais momentanément, je n'étais pas en pleine capacité de prendre les bonnes décisions pour conduire. J'avais les 2 yeux fermés pour gérer le soleil. Ce que je veux illustrer par ça, c'est que c'est pas parce que vos élèves vont avoir des enjeux sur le plan sensoriel qu'automatiquement, ils ne seront pas capables de faire de l'apprentissage puis qu'automatiquement, ils ne sont pas intelligents. C'est pas comme ça qu'il faut voir la pyramide. Ils vont être capables de faire des apprentissages. Ce qu'il faut plutôt avoir comme discours, c'est que ça peut interférer leur disponibilité à apprendre, leur disponibilité à écouter ou à interagir dans le milieu scolaire. Ils vont être capables de le faire, mais par moment, ils vont être moins disponibles. Et on va y revenir à ce concept-là. Donc, c'est vraiment tous les systèmes sensoriels en action qui vont permettre les apprentissages. Donc, ce que je vous montre, c'est vraiment notre équation de base qu'on va reprendre quelques fois. Là. Fait que c'est la même équation qui est j'ai mon environnement, j'ai mes 8 systèmes, j'ai mes 8 sens qui sont dans l'environnement, qui envoient de l'information au cerveau, puis le cerveau, lui, va traiter les sens pour produire une réponse qui est appropriée sur le plan des émotions, du comportement, de l'attention, concentration et sur la planification puis l'exécution des tâches scolaires. C'est vraiment l'équation de base qu'on va reprendre. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est qu'on est tous des êtres humains uniques. On n'arrête pas de nous le dire. On est différents, on est unique. Et ce que ça fait au niveau sensoriel, c'est qu'on va percevoir les stimuli de façon unique aussi, selon nos propres récepteurs, nos seuils de tolérance, nos émotions, nos expériences antérieures aussi. Des fois, on entend parler, c'est un jeune qui était la privation sensorielle, là, il est resté dans un sous-sol, puis il n'a jamais été exposé. Ça se peut que ce jeune-là, sa première sortie qu'il fasse dehors, juste exposition au soleil, il soit une surcharge sensorielle immense. Puis là, je vous fais juste illustrer un cas
vraiment atypique, là, mais c'est juste pour vous illustrer que l'expérience antérieure va teinter de comment on va réagir dans une situation. Ou si moi, je suis un enfant unique à la maison avec 2 adultes, bien, ça se peut que quand j'arrive dans une classe avec 20 amis autour qui me touchent, puis qu'il y a beaucoup d'action, puis que ça parle plus fort, je réagisse différemment. Donc, on est tous des êtres uniques avec nos récepteurs, nos seuils de tolérance, ce qui fait que nous avons tous des préférences sensorielles. Et ça, c'est pas atypique. C'est correct, nous en avons tous. Puis je vous donne un exemple de ça, c'est que dans ma vie antérieure professionnelle, je travaillais avec une autre ergo dans un bureau qui, elle, lorsqu'elle arrive le matin, elle aime bien ça garder les lumières fermées, par exemple. Alors que moi, quand j'arrive le matin, j'aime bien travailler les lumières ouvertes. Ça me réveille, ça l'éveille mes sens, ça me met en état de travail. Alors que pour ma collègue, mais elle, les lumières fermées, ça la garde dans un état de productivité. Donc, on a des préférences sensorielles, mais on est très fonctionnels toutes les deux. Ou pour elle, de travailler avec sa cuillère de la veille sur le bureau, puis son paquet de feuilles, ça ne dérange pas, ça la garde quand même stimulée activement, alors que moi, j'aime bien quand visuellement, les choses sont classées. C'est ce qui me permet d'être en mode de productivité. Donc, on a tous nos préférences sensorielles qui vont orienter nos choix puis nos réponses dans l'environnement. Le seul truc, c'est que pour produire des réponses adaptées en fonction de nos 8 sens, de tout l'environnement qui se passe autour de nous, de nos préférences à chacun, puis du contexte scolaire, bien, c'est là qu'on va entrer dans notre équation de base, notre système nerveux. Notre système nerveux, il va jouer une job vraiment, vraiment, vraiment importante. Parce que dans l'environnement, puis nos 8 sens, on a énormément d'informations qui nous est transmises au cerveau. La job du système nerveux, lui, ça va être de filtrer. Ça va te dire, là, ton bas là, qui est tout croche, là, c'est pas important. La cloche qui sonne, là, puis qui est vraiment trop forte, c'est pas important. L'ami qui vient d'échapper son crayon à côté de toi, là, puis que ça a fait un gros bruit, c'est pas important. Okay? T'as faim, là, mais là, le cours finit dans 10 minutes, c'est pas important. Oh, là, le prof parle en avant, puis est en train d'expliquer une notion. Ça, c'est un stimuli qui est important. La voix du prof avec la présentation visuelle. Donc, la job du système nerveux, c'est de filtrer l'information puis d'apporter au conscient seulement 1% des stimuli qui sont tout autour de nous. Donc, en ce moment, si on prend juste un petit 30 secondes pour réfléchir, puis vous pouvez écrire dans le chat rapidement, quels sont les stimuli que vous avez autour de vous en ce moment? Ou vous pouvez ouvrir vos micros, ça va plus vite, là, mais... Émilie a dit des élèves dans le couloir. Ah, Mylène sont au même endroit. Elle dit un enfant qui court. Les bruits de mon fils. Mon chat, la lumière, mon sel qui sonne. Zoé écrit que c'est son deuxième écran d'ordi qui la dérange. Effectivement, donc des stimuli, on en a plein. Là. En ce moment, vous avez une chaise en dessous de vos fesses, vous avez des lunettes dans le visage, vous avez peut-être une couette de cheveux qui vous dérange, vous avez peut-être un petit peu faim, vous avez peut-être des enfants qui courent en arrière, il y a peut-être une fenêtre dans le local où vous êtes, puis ça vous donne accès au visuel à l'extérieur. Donc, l'information sensorielle, il y en a plein. Par contre, pour être efficace et productif, il faut qu'il y ait seulement 1% des stimuli qui soient vraiment portés à votre conscient pour être dans un mode de productivité. C'est-à-dire qu'en ce moment, ben, c'est peut-être vos papiers là, qui donnent la présentation PowerPoint, ma voix, la présentation que je fais. Donc, c'est ça la job du système nerveux et c'est important pour éviter de l'état de surcharge. Quand ce système-là fonctionne bien, les réponses ne sont plus juste appropriées. Les réponses, elles deviennent adapter en fonction du contexte, en fonction de l'importance de ce qui se passe. Peut-être qu'en ce moment, c'est pas grave si vous n'êtes pas à 100% sur moi, vous pouvez gérer 2-3 trucs en même temps, mais en fonction du contexte, vous allez produire des réponses adaptées, puis votre état d'éveil va être optimal pour les apprentissages en milieu scolaire, quand tout se passe bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système nerveux-là, il est important, mais il est en développement. Donc, pour vous, les intervenants qui travaillaient au préscolaire ou au premier cycle, il faut savoir que le système nerveux est encore immature là, à 4, 5, 6, 7 ans. Là. Donc, ça se peut qu'on produise des fois des réactions qui sont
un peu démesuré en fonction du contexte. Ça se peut que la première fois que je rentre dans le milieu scolaire puis que la cloche sonne, mon Dieu, que ça me désorganise. C'est quoi ça? La cloche sonne, puis là, tout d'un coup, il y a 25 amis qui se lèvent en même temps, sortent, ça me bouscule, ça accroche mon manteau, je ne sais pas ce qui se passe, je fais une réaction complètement démesurée. Normal, soit que c'est la première fois que je le vis, soit que je suis encore très, très jeune, puis c'est encore immature. Je vais apprendre à doser mes réactions par rapport à une certaine forme de stimuli. Ça se peut qu'après une semaine ou deux, la cloche qu'on entend, puis le fait que ça me bouscule, ça me dérange beaucoup moins, donc je vais ajuster ma réaction. On a un système nerveux qui est en développement. Ceci étant dit, c'est pour ça que la petite flèche est assurée. Hein. La réponse va finir par être adaptée, puis l'état d'éveil va finir par être optimal pour les apprentissages. Ce n'est pas problématique au long cours, mais ça se peut que le chemin pour s'y rendre soit un petit peu hasardeux, puis que ça ne soit pas réussi à la première fois. C'est normal. Le système nerveux, il est en développement. Il peut arriver, par contre, que le système nerveux il soit altéré. Ça se peut vraiment qu'il y ait un dysfonctionnement. Donc là, je vous ramène dans le milieu de l'image où on a notre système nerveux qui, on va dire, entre guillemets, dans l'étendue de la normale. J'aime pas le terme normalité parce qu'on sait tous que la normalité, c'est pas juste une façon de faire. On a une étendue de la normale. Donc, à quelque part, dans l'étendue de la normale, on est là avec nos préférences sensorielles, avec un système nerveux qui est soit en développement, soit un petit peu plus mature. On est là aussi en tant qu'humain qui présente un niveau d'éveil qui peut être variable au cours de la journée. C'est-à-dire que moi, j'arrive le matin, je suis assez productive, donc ça ne me dérange pas que j'ai des collègues qui parlent, puis que ma porte soit ouverte, puis que le téléphone sonne ou que j'ai des courriels qui entrent, que la lumière, que ma fenêtre soit ouverte. Je suis capable d'être en mode de productivité. Mais ça se pourrait qu'en après-midi, là, ma tolérance, elle soit moins grande. Ça se pourrait. Ou ça se pourrait aussi que dans mon quotidien, le matin, tout aille vite à la maison, il faut que je prépare des boîtes à lunch, puis j'ai 2 filles qui s'en allent à l'école, puis tout le monde se bouscule, puis tout le monde cherche le linge. Ça parle fort, ça s'accroche, mais que je sois capable de le tolérer. Mais ça se pourrait qu'à la fin de la journée, quand je reviens à la maison, puis que les filles rentrent à la maison, puis qu'ils se bousculent, puis qu'ils enlèvent leur linge, puis qu'ils cherchent les boîtes à lunch, puis que ça parle fort, c'est la même affaire. C'est mes mêmes filles, ils n'ont pas changé en courant de journée. Même boîte à lunch, même fille, même linge, mais je ne le tolère plus, là. Je ne sois plus capable parce que j'en ai eu assez. Parce que notre seuil de tolérance ou notre niveau d'éveil est variable au cours de la journée. Ça fait partie de la normalité, de l'étendue de la normale. Par contre, il se peut que le filtre soit vraiment altéré. Donc, quand on se déplace vraiment à l'extrême gauche, c'est là où on va parler qu'il n'y a pas assez de stimuli sensoriels. C'est là où on va parler hypo, quand on parle de hypoglycémie, là, il nous en manque. Donc, hypo-réactivité sensorielle. Et quand on va parler plus vers la droite, on va parler de nos amis ou nos élèves qui ont de l'hyper-réactivité. Donc, ils ont trop de stimuli sensoriels à gérer. Et on va le reprendre. Important ici, c'est pas hyperactivité comme l'hyperactivité du fameux TDAH. C'est vraiment de l'hyper-réactivité. On réagit aux stimuli sensoriels ou on est en hypo-réactivité par rapport aux stimuli sensoriels. Donc, ce que c'est, comment ça s'illustre dans le fond? J'ai une petite flèche. Si je reprends mon équation de base du début avec mon système nerveux qui est là, quand je suis dans un profil d'hyporéactivité sensorielle, j'ai un système nerveux qui est tissé, on va l'imaginer, qui est tissé vraiment, vraiment, vraiment serré. Hein, il est plus petit, là, il est tissé serré. C'est que lui, il laisse rien passer. Il n'y a rien qui est amené au conscient. Dans l'équation de base, il y a au moins 1% des stimuli qui sont amenés pour se garder en état d'éveil sur la tâche qu'il y a à faire. Par contre, quand je suis en hyporéactivité, mon fil, ce qu'il dit, c'est que le boss, c'est pas important, les amis qui courent, c'est pas important, la cloche qui sonne, c'est pas important, le prof qui parle en avant, c'est pas important, la présentation visuelle, c'est pas important. Bref, il n'y a pas grand-chose d'important, puis il n'y a rien qui est amené au conscient à ce moment-là. Bien, ce que ça fait, quand il n'y a rien qui est amené au conscient sur le plan sensoriel, bien, ça fait un cerveau qui est un peu en état de dormance. Là. Moi, si tu ne me donnes rien à faire, là, maintenant, je vais tomber un peu sur le neutre. Ce que ça fait, c'est que ça nous fait un niveau d'éveil, ça, qui est en état de dormance, un peu dans la bulle. On dirait qu'il n'est pas réveillé pour les apprentissages. Et là, je ne parle pas de réveil
j'ai pas dormi mon 8 heures de sommeil. Je parle vraiment de réveil sensoriel. J'ai pas assez d'informations. Ça nous donne des réponses qui sont désorganisées. Hein. Tantôt, on parlait que c'était une réponse qui était adaptée quand tout fonctionne bien. Là, on est plus dans une réponse qui est désorganisée par rapport aux émotions, au comportement, l'organisation dans la tâche, à l'attention. Comment ça se profile? Ça nous donne des élèves là, qui sont un peu plus d'apparence dans leur bulle. On a l'impression qu'ils sont désintéressés par rapport au reste de l'environnement. C'est des élèves qui ont un engagement un peu plus limité sur les plans sociaux et des apprentissages parce qu'ils ne sont pas interpellés au même niveau que les autres. Ça leur prend vraiment quelque chose d'extraordinaire là, pour qu'ils se mettent en action. Souvent, c'est des jeunes, pas souvent. Il peut arriver que certains jeunes s'auto-stimulent pour être dans une zone de confort. C'est-à-dire qu'ils se sentent en état de dormance. Je sens que je me sens un peu, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui me réveille. Donc, je peux volontairement commencer à taper sur mon bureau ou jouer avec mon crayon comme ça parce que là, j'essaye de me réveiller. J'essaye de trouver une stratégie pour me garder en état d'éveil parce qu'ils se sentent un peu amorphes. Donc, ça, c'est un profil. Puis l'autre profil, c'est qu'on a des jeunes qui ne sentent pas du tout qu'ils sont amorphes, donc qui restent dans cette zone-là. Donc, ils ne sont pas en autostimulation non plus. Donc, c'est des jeunes qui soit s'autostimulent, mais de façon inadéquate. Parce que là, c'est pas en tapant sur le bureau, puis en jouant avec tes cheveux, puis en picossant l'autre d'à côté, que c'est ça qui va faire que tu vas être bien éveillé pour les apprentissages. Et dans l'autre extrême, c'est que si ton cerveau est sous-activé, puis qu'il n'est pas intéressé aux apprentissages, ben là, on a comme juste le goût de dire « Hey, ça marche pas, là, réveille-toi ». On peut faire une analogie avec la souris de l'ordinateur. C'est comme s'il tombait en état de veille, là. Il tombe en état de veille, puis là, on shake un peu la souris. Puis, l'écran rallume, là. Oups, on a un contact avec notre jeune. Puis, oups, tranquillement, il retombe en état de veille. Puis là, on shake un peu la souris. Là, oups, ils reviennent avec nous, mais oups, ils retombent en état de veille. Donc, c'est souvent des jeunes aussi, des fois, qui nous interpellent pas en classe. Parce que souvent, ils ne dérangent pas, à moins qu'ils soient en autostimulation, mais autrement, ils peuvent être dans le fond de la classe, puis rester là, puis pas déranger. Fait qu'ils sont à faire attention parce que ils nous interpellent moins dans la gestion du comportement ou en classe, mais ils ne sont pas plus disponibles pour les apprentissages que les autres parce qu'ils ne sont pas nécessairement bien éveillés, bien disposés pour les apprentissages. De l'autre côté du continuum, on a nos élèves qui sont en hyper-réactivité sensorielle. Donc, ce qu'on disait tantôt, c'est que là, tantôt, mon filtre en hypo, mon filtre était très serré, il n'y a rien qui passe. Là, j'ai un filtre un peu plus grand, un peu plus lousse. Il laisse passer plus d'informations. Donc là, tout d'un coup, le bas, qui est mal placé et qui me dérange, il est amené au conscient. Ah, puis l'ami qui a échappé son crayon à terre, ah ben coudonc, je vais réagir à ça parce que c'est amené à mon conscient. Ah, puis là, la toilette vient d'être partie dans le corridor, là, puis là, ça fait un bruit. Puis là, oh, ça aussi, c'est porté à mon conscient. Donc, il va y avoir plus de 1 % des stimuli qui vont être portés au conscient. Et ce que ça nous amène, c'est un état de surcharge sensorielle. Même si j'ai 2 ou 3 ou 4 % d'informations qui sont portées au conscient, le problème, c'est qu'à partir du moment où je le sais, il faut que je fasse quelque chose avec. Fait que si je le sais que mon bas, il est croche puis il me dérange, il va falloir que j'aille gérer mon bas, là. Puis si je sais que l'ami à côté, il a échappé son crayon, ça m'a dérangé, il va falloir que j'aille dire qu'il a échappé son crayon que ça m'a dérangé. Donc, si c'est porté au conscient, il faut que je pose une action concrète pour le gérer. Le seul problème, c'est que le système nerveux ne nous dit pas dans quel ordre aller gérer les choses. Là. Il ne nous dit pas gère la présentation du prof, tu iras gérer ton bas dans un deuxième temps, puis tu iras gérer l'ami en troisième. Non. Si c'est porté au conscient, il faut que ça soit géré. Fait que c'est des jeunes qui deviennent en état de surcharge sensorielle et qui produisent des réponses très désorganisées et qui sont en hyper-vigilance sur tous les stimuli. En fait, ils ne sont pas concentrés sur le stimuli de ma voix ou de la présentation. Ce sont des jeunes qui sont concentrés sur plusieurs stimuli en même temps ou le mauvais stimuli.
Le problème qu'on a dans les milieux scolaires, c'est que, je ne sais pas si vous le savez ou si vous l'avez déjà constaté, mais nos milieux scolaires sont hautement chargés en stimuli sensoriels. Donc, si on regarde le plan du toucher, on disait tantôt que c'est un sens qu'on ne peut pas fermer, qui est toujours actif. Donc là, je me fais toucher au casier, au vestiaire, sur la cour de récréation, dans le rang, en éducation physique, dans l'autobus. Bref, à peu près partout. Puis là, ben, en plus de ça, hein, parce que les sens, ils ne fonctionnent pas, ils ne font pas chacun un chiffre d'une heure. Hein. 8 à 9, c'est le toucher, puis après ça, 9 à 10, la vision embarque, puis 10 à 11, c'est Louis qui embarque. Non, ils sont tout le temps comme des scouts 24/7, ces sens-là. Donc, en plus du toucher, ben là, ça ajoute des affiches colorées dans les classes, des éléments suspendus pour que ça fasse joli, des vestiaires ouverts parce qu'il n'y a pas toujours des portes, j'ai de la lumière, j'ai des fenêtres qui donnent accès à l'extérieur. Puis là, ben, nous, on ajoute des petits motifs sur nos feuilles de devoirs parce que c'est pas mal plus joli avec un petit motif. Mais ça l'ajoute sur le plan visuel, auquel s'ajoutent les différentes cloches dans le milieu scolaire, le débit de l'enseignante, les élèves qui parlent, les bruits de la classe, les messages qui partent. Oh, aujourd'hui, on reste à l'intérieur parce qu'il ne fait pas beau à l'extérieur. Donc, oups, il y a un nouveau message auditif. S'ajoute à ça, dans certains milieux où le service de garde scolaire se donne dans les corridors ou dans les espaces ouverts de l'école, donc les micro-ondes, ça sent. Bref, tout ça s'ajoute un par-dessus l'autre. Les interoceptions, quand il faut y aller, il faut y aller. J'ai envie par-dessus ça, fait qu'il faut que je gère ça par-dessus tout le reste. Donc, pour nos hyper réactifs qui ont de la difficulté à se concentrer sur un stimuli, c'est sûr qu'ils viennent en état de surcharge sensorielle. Ils ont trop de choses à gérer. C'est plus que 1% qui est amené à leur conscient. Ce que ça l'amène une réaction de détresse parce que là, ça devient insupportable. Puis plus ils sont jeunes, plus on travaille au préscolaire, au premier cycle, ils ne savent pas comment organiser tout ça, comment gérer tout ça. Donc là, je fais des crises, je peux avoir des comportements impulsifs ou d'agitation. Je peux même avoir comme mécanisme de défense des comportements d'évitement. Moi, je sais que quand je vais en éducation physique, là, je vais me faire toucher, je vais avoir froid parce qu'il faut que je change de linge puis j'en mette d'autres. J'aime pas mes shorts. Il va y avoir du monde. Ça résonne. Donc, ce que ça fait, ben, j'y vais pas en éducation physique, j'ai pas le goût. Donc, ça peut avoir l'air d'un comportement d'opposition, mais en fait, je suis dans un mécanisme de défense ou protection, c'est que je vais éviter les situations dans lesquelles je me sens pas bien. Ça peut être des gens aussi qui adoptent des comportements rigides, encore là, comme mécanisme de défense, parce que si je peux prévoir les stimuli, ça va être beaucoup plus facile de les gérer. Ce qui est difficile dans le sensoriel, c'est de gérer l'imprévisible ou ce qui n'est pas connu. Donc, moi, je ne sais pas quand est-ce que quand est-ce qu'il va avoir un intercom ou je ne sais pas, moi, quand est-ce que je vais me faire toucher. Ou je ne sais pas quand est-ce que là, mon bas va venir croche un peu. Il faut que je le gère en temps réel. Donc, la rigidité des comportements, c'est d'avoir une prévisibilité dans les stimuli sensoriels. Si je suis toujours assis à la même place dans la classe, bien, je sais que c'est Mathieu qui est à côté, puis Mathieu, il est à peu près comme ça, il réagit comme ça. Ou je sais que je vais être à côté du tableau, fait que quand le prof va parler, je vais l'entendre de cette façon-là ou je vais voir les choses de telle façon. Donc, adopter des comportements rigides peut être vu comme un mécanisme de défense pour protéger, dans le fond, son hyper-réactivité à plusieurs stimuli sensoriels. Donc, si on bascule ça dans la pyramide de l'apprentissage, ce que ça fait, c'est que quand il y a trop ou pas assez de stimuli qui sont portés au conscient, donc que nos jeunes soient en hyporéactivité ou en hyperréactivité, ils vont être capables de faire des apprentissages scolaires. Puis c'est important de comprendre ça. C'est pas qu'ils n'ont pas l'intelligence pour le faire, c'est pas qu'ils n'ont pas les capacités pour le faire. C'est juste qu'à certains moments, ils ne sont pas disposés à écouter comme il faut ou à interagir adéquatement. Ce qui fait en sorte que les apprentissages scolaires ou même les apprentissages fonctionnels ou les apprentissages en interaction sont souvent en rupture. Donc là, je vais prendre l'exemple, je suis concentrée, j'écoute le prof. Oups, mon bas me dérange, donc je vais sortir un peu de la ligne des apprentissages, je vais gérer mon bas, je vais revenir. Oups, là, j'ai comme la lumière, elle m'agresse vraiment. Je vais demander au prof si on peut baisser les lumières un peu. OK, oups, je vais revenir à l'enseignement. Puis là, l'ami d'à côté va échapper son crayon, ça fait du bruit. Bon, je vais aller gérer ça, je vais revenir.
Donc, cette allée et venue dans je suis disponible aux apprentissages, puis oups, mon attention est ailleurs, puis oups, je reviens pour les apprentissages. Au final, ça peut se répercuter sur ben, c'est sûr qu'au niveau des apprentissages, c'est plus difficile si je manque des bouts. Mais on revient que c'est pas qu'il y a un lien direct que s'ils ont des enjeux sensoriels qui sont pas capables d'apprendre, ils sont capables. C'est la disponibilité aux apprentissages qui peut être altérée. Donc, essentiellement, l'objectif de l'autorégulation, ça va être d'apprendre aux élèves à être capables de s'amener dans une zone, dans le fond, où l'état d'éveil va être optimal pour faire des apprentissages. Donc, si je suis en cerveau avec des cœurs, donc mon équation, tout se passe bien, j'ai 1 de l'information qui est amenée à mon conscient, c'est parfait. Par contre, si je suis en état de dormance sensorielle, il faut avoir des stratégies pour se ramener dans une zone optimale d'éveil sensoriel ou disponible à l'apprentissage. Et à l'inverse, si je suis en hyper réactivité sensorielle, donc je suis en surcharge sensorielle, il faut avoir des stratégies pour se ramener dans une zone optimale pour les apprentissages. Donc, lorsqu'on vous, en début de présentation, quand je vous disais que notre première pratique, c'est d'offrir un environnement qui est sensoriellement réfléchi pour aider à ça, puis sachant que nos milieux scolaires sont hautement chargés sur le plan sensoriel, notre pratique efficace numéro 1 va être d'aménager l'environnement pour que ça soit un petit peu moins intense sur le plan sensoriel. Vous allez voir que dans le guide, on vous offre différentes pistes de réflexion par rapport à l'aménagement de l'environnement sensoriel. La deuxième pratique efficace, qu'on vous a parlé, c'est que ben, qu'on veut vous présenter, c'est considérant que tous les élèves de tous les cycles présentent des préférences sensorielles. On disait au début, c'est chaque être humain, dans le fond, qui a ses préférences sensorielles. Puis qu'on a tous besoin de s'auto-réguler en fonction de notre profil. Hein, parce qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui prennent un café juste pour s'amener dans un état d'éveil. Donc, on a tous besoin de s'auto-réguler. C'est pas seulement pour nos jeunes qui ont une DI, un TSA ou un TDAH, c'est vraiment pour tout le monde. Ben, l'idée, c'est que on soit capable d'accompagner les élèves pour qu'ils comprennent mieux leur profil sensoriel. Ce que je viens de vous expliquer un petit peu le cours 101, de savoir je suis en hyporéactivité ou je suis en hyperactivité, j'ai-tu trop ou pas assez. Il faut accompagner les élèves à ce qu'ils connaissent mieux leur profil pour choisir des stratégies qui sont les plus adaptées pour eux. Et c'est pour ça que dans la partie 2, dans le fond, Kathleen va vous proposer la démarche métacognitive et comment on va utiliser les outils sensoriels pour répondre au profil de nos élèves. Donc, il est 5h15, 5h13, pile. Donc, c'était ce que je voulais vous donner ma petite introduction sur le sensoriel, le cours 101. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je sais que c'est quand même assez, je partage quand même beaucoup d'informations, mais si vous avez des questions, des commentaires, allez-y, vous pouvez ouvrir vos micros. Je vais arrêter mon partage d'écran puis je vais me mettre face à vous dans Donc, vous pouvez, dans le chat, vous pouvez ouvrir vos micros aussi pour échanger avec nous, questions, quoi que ce soit. C'est quand la deuxième partie? C'est le 16 novembre, je crois. Oui, même heure. Même batteur, même bat poste. Mais avec moi. Avec Kathleen, oui. Et cette fois-là, vraiment, la partie 2, ça va vraiment être la présentation du guide, vraiment l'outil clé en main, là. On se présente les outils, la démarche métacognitive. On est plus dans le concret, si on veut, dans la partie numéro 2. Fait que là, on va prendre dans la partie 2, justement, vous allez avoir le temps d'observer encore plus vos élèves. Vous allez avoir vu, justement, est-ce qu'il y a de l'hypo, est-ce qu'il y a d'hyper. Oups, il est hypo dans un sens. Ah, lui, ça n'a pas l'air à le déranger. Fait que quand on va prendre, justement, la méthode métacognitive, après ça, on va pouvoir encadrer, choisir des outils, puis voir est-ce que ça peut l'aider. Oui, jeudi le 16 à 16h15. Moi aussi, je me rends compte que les hyposensoriels passent plus souvent inaperçus. En effet, ils ont moins de comportements qui désorganisent la classe. On porte moins attention à eux. Puis, comme on disait, ils sont quand même préoccupants parce qu'ils ne sont pas disponibles pour les apprentissages quand même. Oui. Il y a Odette qui a une question.
En fait, c'est peut-être plus un commentaire, mais vous allez peut-être répondre à la deuxième partie, mais j'étais en train de me dire, peut-être qu'une de nos stratégies pourrait être une espèce de reset sensoriel dans la classe, tu sais, d'arriver à dire, là, on va baisser des lumières un petit peu, on va baisser les sons, puis de le faire vraiment, tu sais, je pense à nos élèves qui sont toujours un petit peu plus turbulents, fait que je me disais, peut-être que, je l'ai appelé le reset, là, mais tu sais, vraiment de dire, on se donne une pause, je ne sais pas, selon l'âge, aux demi-heure, aux 45 minutes, ça pourrait peut-être être une stratégie intéressante. Vraiment. Vous avez trouvé la solution. Mais effectivement, puis on l'a passé un petit peu rapidement, là, mais tu sais, la fiche 1 que Annie vous a dit tantôt, là, qu'on voyait en tout petit, là, vous l'avez justement dans votre guide. Tu sais, si vous allez dans celui-là qui a les choses bleues comme ça, là, quand on parle de ça, c'est le guide. Fait que si vous tournez les pages, vous avez la métacognition. Puis après ça, vous avez la fiche 1, c'est aménager l'environnement. Tu sais, tantôt, on l'avait là, en petit sur la diapo, mais c'est exactement, Odette, ce que vous dites, là. Fait que c'est d'adapter les routines, choisir des routines qui vont minimiser les stimulations sensorielles, permettre aux élèves sensibles de choisir une plage, justement, comme Annie disait, peut-être un peu retirée en avant ou en arrière, prévoir un espace tranquille. Déterminer la place du bureau, je l'ai dit. Réduire la stimulation visuelle, bien, ça, on en parle beaucoup. Puis tantôt, il y a quelqu'un qui l'a nommé, là, les fameux néons. Il y a beaucoup de gens qui sont hypersensibles à ça. Le nombre d'affiches, on est dans un air aussi qu'on veut. Il y a beaucoup de couleurs. On veut afficher la frise des lettres, la frise de l'alphabet, des chiffres. Mais comme enseignant aussi, même déjà à partir de demain, vous allez regarder votre classe, vous allez dire peut-être que d'ici le 16, je vais peut-être déjà mettre des interventions universelles en place. Puis, on le fait sans le savoir ou sans arrière-pensée, là. Puis c'est ça, délimiter des fois des espaces et tout ça. Fait que vous regarderez ça, effectivement, s'il y a des choses que vous pouvez déjà mettre en place. Puis après ça, quand on a mis ces choses-là en place et on a réduit l'environnement sensoriel pour tous, même pour nous comme enseignantes ou comme intervenants, parce que nous aussi, on a des préférences. Et après ça, ben là, on va embarquer justement dans la partie 2, la démarche métacognitive. Puis là, ça va être plus attitré, exemple, par 1 ou 2 élèves qui ont plus de besoins puis qu'on a besoin de choisir quelque chose de plus précis, par exemple. J'ajouterais par rapport à ça, c'est quand j'ai déployé la formation dans une de mes écoles, j'ai un directeur qui m'a dit c'est beau, Annie, là, tout ça. Là. Fait qu'il dit tu veux-tu que demain matin, j'enlève tout le matériel dans mes classes, puis les affichages, puis qu'on garde des murs blancs, puis non, c'est pas ça mon intention. Notre intention, dans le fond, à Kathleen et moi, c'est qu'on développe ensemble un regard critique par rapport à l'utilisation des outils sensoriels puis à notre environnement de classe. C'est pas que demain matin, vous repartiez dans vos classes puis que vous enleviez tout. Là. Il y a sûrement des choses qui sont là avec une intention pédagogique puis qui doit rester là, puis c'est correct. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment amener la réflexion de finalement, c'est peut-être chargé un peu. Puis pour certains élèves, cette surcharge-là peut engendrer des comportements. Fait que l'idée, là, c'est pas de dire demain matin, on bascule à 180 degrés, puis vos jeunes n'ont pas tous des troubles sensoriels, parce que des fois, quand on sort d'une formation, on met une lunette, là, ils sont tous sensoriels, ou sont tous TDAH, ou sont tous TDC, là, quand on prend une formation. Là, vous avez une nouvelle lunette, un nouveau regard, mais notre intention, c'est vraiment de développer un regard critique. Puis oui, en effet, Odette, si on peut d'abord travailler sur l'environnement, on va déjà avoir beaucoup de choses qui vont être aidantes. On a des commentaires aussi, pas facile pour un prof TDAH, moi qui bouge tout le temps. On a chacun nos profils. Mais c'est vrai, ça aussi, dans une autre formation, il y a des gens qui disaient des fois, sans le vouloir, nos profils sensoriels fonctionnent pas, ne fit pas en anglais avec nos élèves. Tu sais, effectivement, moi, je bouge beaucoup en avant, je parle beaucoup, mais c'est sûr qu'un enfant, que le bruit, ça le dérange, le mouvement, il essaie de vous suivre. C'est sûr que d'être attentif à ce que vous allez observer parce qu'effectivement, lui, son niveau de surcharge va monter tranquillement. C'est là que vous allez voir justement des choses, des signes observables. Fait que là, comme Odette disait tantôt, oui, on peut jouer sur l'environnement physique, mais aussi, on entend parler de pause active, on entend parler justement de je ferme les lumières et je mets quelque chose de doux. Il y a plein de choses aussi dans la journée de avant que j'ai des crises ou avant que j'ai de l'évitement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux ajouter aussi dans mon horaire pour dire, OK, là, j'en ai plusieurs qui sont en surcharge, mais moi, je suis fatiguée puis un peu surchargée. On pourrait-tu faire un shutdown puis on essaye de se calmer aussi. Après ça, tout le monde revient plus disponible. Fait que ça aussi, c'est pas quelque chose qui est dans le guide, là. Ben, il est marqué dans les choses universelles, mais c'est quelque chose là, parce que, on le dit aujourd'hui autant pour nous que pour les enfants, mais ça n'arrête pas. Hein. C'est du 7 à
Ils vont au service de garde le matin, ils vont au service de garde le soir, ils dînent au service de garde. Le service de garde, c'est un endroit que le sensoriel est magnifique. Fait que, tu sais, ça arrive des enfants à 4 heures, ils sont complètement surchargés si c'est pas avant. Fait qu'il faut faire vraiment, effectivement, des observations toute la journée, là. Non, dans le chat qu'il nous faut des armoires pour ranger. Effectivement, ça, c'est un autre volet que les ressources matérielles. On a aussi, on a des gens qui quittent, c'est parfait, merci beaucoup. Hein, on sait qu'on a dépassé un petit peu. Génération IPC propose des pauses sensorielles aux heures. Ben oui, même pour nous, hein, quand on se donne des petites pauses, juste aller marcher 5 minutes, lâcher l'écran 2 secondes. Fait que c'est vraiment intéressant. Avez-vous des questions? Sinon, on aura une période de questions peut-être en début de partie 2. Peut-être que d'ici la prochaine partie, il y a des choses là, qui vont popper dans votre tête ou vous allez avoir des nouvelles questions. Fait qu'on s'assurera de les prendre peut-être en début de prochaine rencontre. Là. Je trouve que c'est intéressant. C'est la première fois, Annie, qu'on le donnait comme ça en 2 portions. Puis je trouve qu'effectivement, pour la surcharge cognitive et sensorielle, je trouve que c'est bien intéressant. Parce que le rendu à cette heure-là, après 1 heure, 1h15, on en a un peu assez. Fait que dans 2 semaines, on va être dans le concret. Fait que je pense que 2 fois 1 heure, c'est pas pire. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour la deuxième formation du 16 ou c'est déjà fait? Zoé, la parole est à toi. Vous êtes déjà inscrit. Moi, je vais vous envoyer le lien comme j'ai fait là, pour cette rencontre-ci. Alors, pas besoin de vous réinscrire. C'était un 2 en 1. Génial. Merci. On a 2 semaines pour ranger. Fait que à vos armoires, tout le monde. On fait du ménage. Donc, écoutez, oui, merci beaucoup. C'est un plaisir. Puis on se revoit dans 2 semaines pour la suite. Merci tout le monde. Merci Annie. Merci Kathleen. Vraiment intéressant. Très, très pertinent. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Bye. Bon. Je pense qu'on est juste les deux, là. Ah, Zoé aussi est partie? Ben, je pense que oui, là. Bye. Hey, je voyais le temps passer, mais là, je suis comme, hey, c'est limite, hein? Limite, ben, je t'ai texté, il restait 10 minutes, mais là, je savais pas. Oui, c'est ça. Je savais comme pas trop comment. Ouais. Tu peux pas couper la suite non plus, c'est important, là. Fait que... Ben, ouais, là, mais en tout cas, je pense pas que ça a été exagéré comme dépassement non plus, là. Mais il y avait pas trop de questions, tu sais. Fait que peut-être que la prochaine fois, par exemple, il faut voir que je fasse attention, parce que souvent, il y a plus de questions, d'histoire de cas, puis de... Oui, puis les gens, ils tournent les feuilles, ils manipulent. Moi, je trouve que ça, souvent, la deuxième partie aussi, elle prend plus de temps pour tourner la page, regardez-le, tourner, non. Non, c'est juste, je pense, au début, on est parti plus smooth. Toi, je te l'avais dit l'autre fois, toi, tu pèses tes mots, tu t'expliques, mais au début, c'était un peu ça. Fait que je pense qu'on a... Oups, on est encore enregistré, par exemple. Je viens de voir. Fait que c'est ça. Ah, ben, j'ai mieux lire. Ah non, c'est encore. Non, ça tourne encore. Ouais, mais c'est elle qui a. Elle a parlé. On va le couper là. Bye! Bye!